Le 23 août 1942, à 4 heures du matin, sur les rives est de la Volga, à Stalingrad, une unité allemande de la 6e armée est coincée. 100 000 hommes, affamés, assoiffés, bombardés sans relâche. Ils attendent un ordre qui ne vient pas. Hitler a donné une directive claire, tenir la position à tout prix, ne pas reculer d'1 mètre. Mais sur le terrain, l'officier en charge, le colonel Friedrich von Paulus, hésite. Autour de lui, les explosions secouent la terre comme un tremblement de terre. Les soviétiques, invisibles dans le brouillard de la poudre, avancent à travers les ruines. En quelques heures, des milliers de soldats allemands seront engloutis. Un ordre ignoré et le destin de toute une armée bascule. Ce n'est pas une bataille ordinaire. C'est le début de la fin pour l'Allemagne nazie. Reculons de quelques mois. Friedrich von Paulus n'est pas un soldat ordinaire. Né en 1890 à Breitenau, en Prusse, il grandit dans une famille d'officiers. Petit, mince, avec des lunettes rondes et un air studieux, il entre à l'Académie militaire de Berlin à 19 ans. Il grimpe les échelons vite. En 1918, pendant la Grande Guerre, il commande une batterie d'artillerie près de Verdun. Les obus pleuvent, les tranchées s'effondrent, et lui, il calcule les trajectoires sous le feu. Il survit. Pas par chance, mais par précision. Ses supérieurs le remarquent. Cet homme pense comme un stratège, pas comme un brute. Les années 20 et 30 passent. Paulus devient chef d'état-major. Il planifie les invasions. En 1939, pour la Pologne, il trace les lignes sur les cartes. Blitzkrieg, rapide, implacable. En 1940, la France tombe en 6 semaines. Il est là, dans les bureaux du haut commandement, à Berlin, à ajuster les plans. Hitler le respecte, l'appelle « mon cerveau ». Mais Paulus n'est pas un fanatique. Il est pragmatique. Il voit les faiblesses, les lignes trop étirées, les hivers russes impitoyables. Pourtant, il obéit. C'est un soldat. En 1941, l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Paulus est promu général. Il dirige le groupe d'armées centre. Les chars roulent sur des milliers de kilomètres. Moscou semble à portée de main. Mais l'hiver frappe. À 40 degrés, les moteurs gèlent. Les hommes meurent de froid. Paulus ordonne des retraites tactiques, sauve des divisions entières. Il a déjà vu le chaos, des corps gelés sur les routes, des villages en feu, des officiers qui craquent sous la pression. Une fois, près de Smolensk, un de ses subordonnés refuse d'avancer. Paulus le relève sur le champ. Pas de place pour l'hésitation. Il sait que la guerre ne pardonne pas les doutes. Maintenant, 1942. Hitler veut Stalingrad, la ville sur la Volga, aux clés pour le pétrole du Caucase. Paulus commande la 6e armée, 180 000 hommes, les meilleurs. Il traverse les steppes en été. La poussière étouffe tout. Les Stukas bombardent les colonnes russes. Victoire facile au début, mais Stalingrad est un piège. Des immeubles en ruine, des usines transformées en forteresses. Les soviétiques se battent rue par rue. Paulus avance, prend la moitié de la ville en septembre. Mais le coup monte, des milliers de morts par jour. Les munitions s'épuisent, les renforts tardent. Le 19 novembre, l'offensive soviétique, Uranus. 2 fronts se referment sur la 6e armée, comme une tenaille. 100 000 Russes contre les flancs allemands, mal gardés par des Roumains et des Italiens. Paulus signale le danger à Berlin. « Nous sommes encerclés », dit-il par radio. Hitler répond « Tenir ». Pas de retraite. C'est l'ordre. Clair, ignorer la panique, combattre jusqu'au bout. Paulus transmet aux troupes, mais sur le terrain, les officiers murmurent. Les hommes regardent la Volga, si proche, si tentante pour une évacuation. Les jours passent, la poche se resserre, 20 kilomètres de large, 10 de profondeur. À l'intérieur, 250 000 Allemands. Pas d'eau potable, les rations tombent à 200 grammes de pain par jour, les blessés gisent dans les caves, sans morphine. Les avions allemands essaient de ravitailler, mais les Yaks soviétiques les abattent. Chaque nuit, des hurlements, des explosions. Paulus, dans son bunker sous les ruines de l'usine Krasny Oktiabr, fixe ses cartes. Il a déjà pris des décisions dures.
À Kiev, en 1941, il a ordonné l'encerclement qui a capturé 600 000 prisonniers. Il sait ce que c'est que commander sous le feu. Mais, ici, c'est différent. L'ordre d'Hitler semble suicidaire. Le 12 décembre, une tentative de percée par la 4e armée blindée de Manstein. Elle approche à 30 km. Paulus prépare l'évasion. Ses généraux sont prêts. Mais Hitler refuse. Aucun repli. Par câble codé, il insiste. La 6e armée est l'enclume. Manstein sera le marteau. Paulus obéit, pour l'instant. La tension monte. Les hommes désertent par centaines. Les soviétiques diffusent des haut-parleurs. Rendez-vous ou mourrez. Les nuits sont pires. Le froid mord. Les plaies s'infectent. Le 23 août, non, attendez. L'encerclement commence vraiment le 23 novembre 1942. Mais le vrai point de non-retour est plus tôt. Revenons précisément. Le 19 novembre, à l'aube, quand les canons soviétiques tonnent. Paulus est dans son quartier général, une cave humide sous Mamaïev-Kurgan, la colline qui domine la ville. Il entend les premiers tirs, ses aides accourent, les flancs cèdent, air général. Il ajuste ses lunettes. Regarde l'horloge, 7h30. Préparez les contre-attaques. Mais il sait, les chiffres sont là. 400 chars russes contre 70 Allemands. Une disproportion mortelle. La journée s'étire en enfer. À midi, les rapports affluent. 10 000 morts côté allié. Les Roumains fuient. Paulus appelle Berlin. Demande d'autorisation pour retraite. La réponse arrive à 16h. Négatif. Tenir la Volga. C'est l'ordre ignoré ou presque. Paulus hésite. Il a déjà contourné des directives. En 1941, près de Minsk, il a retiré une division sans permission pour éviter l'anéantissement. Ça a marché, sauvé 5000 vies. Mais ici, les enjeux sont immenses. Ignorer Hitler, c'est trahir. Obéir, c'est signer l'arrêt de mort de 200 000 hommes. La nuit tombe, les phares illuminent le ciel comme un jour blafard. Les mitrailleuses crépitent. Paulus marche dans les couloirs sombres. Ses bottes claquent sur le béton fissuré. Un officier blessé le salue. « Combien de temps, mon général ?» Paulus ne répond pas. Il pense à sa femme, à Berlin, à l'avenir. La tension grimpe. Demain, la poche se refermera. Des milliers de vies en jeu. Un ordre qui pèse comme une sentence. Cette hésitation, ce moment suspendu, va tout changer. Stalingrad n'est pas qu'une ville, c'est le tournant où la machine nazie s'essouffle, où un homme, piégé entre devoir et survie, doit choisir, et le choix sera fatal, pour des milliers, pour une nation. Le 20 novembre 1942, l'aube se lève sur un enfer gelé. Paulus sort de son bunker sous Mamaïev-Kurgan, l'air sent la poudre et la mort. Ses officiers l'attendent, visage tiré, uniforme couvert de poussière. Les soviétiques ont percé à l'ouest, air général, dit le major Schmidt, la voix rauque. Paulus hoche la tête. Il sait, la nuit a été un cauchemar de tirs d'artillerie. Les canons russes ont labouré les lignes roumaines comme une charrue infernale. 10 000 hommes perdus en une journée. Les survivants fuient vers la ville, chargeant les barricades allemandes avec leurs armes vides. Paulus descend dans la salle des cartes. Une lampe à huile vacille sur la table. Les lignes tracées à la craie montrent la tenaille soviétique. Deux armées, la 5e de Tchouikov et la 28e de Tcherniakovski, se referment. 30 kilomètres de front exposés, gardés par des alliés mal équipés. Les Allemands, au centre, tiennent encore la Volga. Mais pour combien de temps? Paulus ajuste ses lunettes. Il trace un cercle autour de la poche naissante. « Nous formons un saillant », murmure-t-il. Ses aides notent. Pas de panique dans sa voix, juste des faits. Il a vu pire. En 1941, à Vyazma, il a extrait une armée entière d'un encerclement similaire. Des ordres calmes, des retraites mesurées. Ça avait marché. Mais ici, Berlin interfère. À 8 heures, un message arrive par radio. Hitler en personne. La 6e armée doit se replier sur la Volga et tenir. Pas un pas en arrière. Stalingrad est le pivot de la guerre. Paulus lit le texte 2 fois. Ses doigts serrent le papier. Il pense aux chiffres. 200 000 hommes dans la poche, bientôt. Munitions pour 3 jours.
Eau rationnée à 1 litre par jour. Les blessés s'entassent déjà, gémissant dans les abris. Il appelle son chef d'état-major, le général Arthur Schmidt. Préparer un plan de retraite limité, vers le sud pour lier avec la 4e Panzer. Schmidt hésite. Et l'ordre du Führer? Paulus le fixe. Nous sauvons ce qui peut l'être. La matinée avance en chaos. Dehors, les explosions secouent les ruines. Un messager accourt, essoufflé, le visage barbouillé de sang. Les Italiens ont cédé à l'est. Les T-34 russes roulent sur nos positions. Paulus monte à la surface. Le vent froid fouette son manteau. À travers la fumée, il voit les silhouettes. Des soldats allemands courant, tirant au fusil mitrailleur. Un char russe émerge d'un bâtiment effondré, son canon pivotant. Une salve de Panzerfaust l'arrête net. L'explosion illumine la rue comme un flash. 10 hommes tombent avec. Paulus crie « Tenez la ligne, renforts en route !» Mais il sait que les renforts sont des illusions. Les divisions roumaines se sont évaporées. 20 000 prisonniers en 1 heure. À midi, Paulus dîne seul. Un bout de pain noir, une gorgée d'eau trouble. Ses pensées dérivent. Il se souvient de 1938, lors de la crise des Sudètes. Il avait planifié l'occupation de la Tchécoslovaquie. Pas un coup de feu, propre, efficace. Puis la Pologne, en septembre 39. Les panzers traversant les plaines comme une tempête. Il était à bord d'un Stuka, observant les colonnes ennemies se dissoudre. Succès, mais la Russie change tout. L'hiver 41, près de Moscou. Il avait ordonné l'arrêt des avancées, sauvé la Wehrmacht d'un désastre total. Hitler avait rage, mais les faits parlaient. 100 000 morts évités. Paulus n'hésite pas pour le bon calcul. C'est sa force, sa faiblesse aussi parfois. L'après-midi apporte des nouvelles pires. La radio grésille. Manstein, au sud, prépare son offensive de secours. La 4e armée blindée avance, mais lentement. Boue et mine ralentissent les chars. Paulus envoie un message codé. Poche de 40 km. Besoin d'évacuation aérienne immédiate. La réponse de Berlin tombe à 15 heures. Négatif. Convertir la poche en forteresse. Attaquer vers l'extérieur. C'est absurde. Paulus marche de long en large dans le bunker. Ses bottes claquent sur le sol humide. Un aide de camp tous nerveux. Air général, les hommes demandent des ordres clairs. Paulus s'arrête. Il pense à ses propres doutes. En 1940, lors de la traversée de la Meuse, il avait ignoré un risque calculé pour franchir le fleuve. Résultat, Sedan pris en 2 jours, la France pliée. Ignorer un ordre peut sauver des vies ou les détruire. Le soir, la tension explose. Une contre-attaque allemande échoue près de Kalash. Les Russes contre-attaquent avec 200 avions. Les Junkers allemands sont cloués au sol par la boue. Dans la poche, les premiers signes de désespoir. Des soldats pillent les rations. Un officier se tire une balle, fou de fatigue. Paulus l'apprend à 19 heures. Il convoque ses généraux dans la salle enfumée. « Nous tenons jusqu'à ce que Manstein perce. Pas de retraite sans mon ordre. » Mais ses yeux trahissent l'hésitation. Il a déjà perdu 10 000 hommes aujourd'hui. Demain, ce sera plus. Les haut-parleurs soviétiques hurlent dans la nuit. « Allemands, rendez-vous, nourriture et soins vous attendent. » Quelques-uns écoutent. Des désertions isolées. Paulus ne dort pas. Assis à sa table, il relit les cartes. La Volga brille au loin, tentatrice. Une évacuation par ponton? Possible mais risquée. Hitler l'interdirait. Il se souvient de sa promotion en 1942. « Mon meilleur stratège », avait dit le Führer. Ironie. Car ici, la stratégie crève les yeux. Replier avant la fermeture totale. Sauver la 6e armée pour une contre-offensive plus tard. Mais l'ordre pèse. Tenir, combattre, mourir si besoin. Paulus ôte ses lunettes, frotte ses tempes. Dehors, un obus siffle, explose à 100 mètres. La terre tremble. Ses aides se jettent à terre. Lui reste assis. Il a vu la mort de près. À Verdun, en 17, un obus avait tué son ordonnance à 1 mètre. Il avait continué à calculer. La nuit s'épaissit. À minuit, un rapport urgent. La poche se resserre à 25 km. Les flancs roumains sont balayés. Paulus dicte un dernier message à Berlin. Situation critique. Autorisation de repli demandée pour préserver la force.
Il sait la réponse, mais il envoie. C'est son test, son moment. Les heures passent en silence relatif. Seuls les tirs sporadiques percent l'obscurité. Paulus pense à l'avenir. Si la 6e armée tombe, c'est la fin du front Est. Des millions de vies en jeu. Son choix pèsera lourd. Le 21 novembre, l'aube grise apporte la confirmation. Manstein est à 30 kilomètres, mais bloqué. Les Soviétiques renforcent. Paulus réunit ses hommes. Nous combattons. Pour l'Allemagne. Mais intérieurement, la fissure grandit. L'ordre d'Hitler n'est plus qu'un écho. Ignoré, peut-être, pour survivre. La tension monte, inexorable. Chaque heure rapproche le piège final. Des milliers attendent son signal, ou son silence. Le 22 novembre 1942, le soleil se lève à peine sur Stalingrad, un disque pâle filtré par la fumée. Paulus émerge de son bunker sous Mamaïev-Kourgan, le visage creusé par une nuit sans sommeil. L'air est chargé d'une odeur âcre de cordite et de corps en décomposition. Ses officiers l'entourent déjà, leur manteau raidi par le givre. La poche mesure 20 kilomètres de diamètre, air général, rapporte le capitaine Müller, la voix tendue comme un câble. Les lignes se resserrent. Les Soviétiques ont consolidé leur position à l'ouest et à l'est. 25 000 hommes perdus en 3 jours. Les rapports radio crachent des chiffres implacables. Les divisions roumaines et italiennes ont fondu comme neige au soleil, laissant les flancs allemands nus. Paulus descend les marches humides vers la salle des cartes. La lampe à huile projette des ombres dansantes sur les murs suintants. Il ajuste ses lunettes, trace une nouvelle ligne rouge sur la carte. La Volga serpente au sud, un ruban argenté tentant l'évasion. Mais les ponts sont sous le feu constant des canons russes. Manstein est à 25 kilomètres, dit-il calmement. Ses aides hochent la tête, mais leurs yeux trahissent le doute. Hier, Paulus a déjà contourné l'ordre d'Hitler en autorisant des retraites locales pour combler les brèches. Ça a sauvé un régiment entier près de la gare principale. Il sait manœuvrer sous pression. En 1941, lors de la bataille de Bialystok, il avait extrait la 17e Panzer d'un piège similaire, perdant seulement 10% des effectifs au lieu de tout. Précision. Pas de panique. Dehors, le bombardement reprend à 9 heures. Les obus sifflent comme des vipères, explosent en gerbes de terre et de béton. Paulus monte à la surface pour inspecter une position. Le vent froid plaque sa casquette contre son crâne. À travers les ruines d'un immeuble éventré, il voit les silhouettes, des soldats allemands accroupis derrière des sacs de sable, leurs fusils Mauser pointés vers le néant. Un sergent, le bras bandé, s'approche. « Les hommes tiennent, mon général, mais les rations sont à 100 grammes par jour. Et l'eau. On boit la neige fondue. » Paulus pose une main sur son épaule. « Dites-leur que le secours arrive. Tenez. » Il a déjà motivé des troupes au bord du gouffre, à Smolensk en juillet 41. Ses ordres avaient stoppé une contre-attaque russe qui menaçait d'engloutir 30 000 hommes. Il parlait peu, mais ses mots portaient. Les soldats chargeaient. À 10 heures, un messager essoufflé arrive de l'arrière. Les Junkers ont largué 2 tonnes de munitions cette nuit, mais les Yaks en ont abattu la moitié. Paulus hoche la tête. Les avions allemands frôlent la limite. Carburant rare, pilotes épuisés. Il se souvient de l'hiver 41 près de Moscou. Les Stuka gelaient au sol, les moteurs refusant de démarrer à 30. Il avait réorganisé les vols en convois serrés, sauvant l'essentiel. Ici, c'est pire. La poche est un chaudron bouillonnant. Les blessés s'entassent dans les caves, leurs cris étouffés par les murs. Sans morphine, ils meurent lentement. Paulus ordonne. Priorité aux évacuations médicales par air, même si ça coûte des appareils. C'est une entorse à l'ordre strict de tenir. Pragmatisme pur. La matinée s'étire en une série d'alertes. À 11h30, une percée russe au sud-ouest. Des T-34 surgissent des décombres, leurs chenilles broyant les barricades. Paulus grimpe sur un monticule de gravats pour observer. Les explosions font vibrer l'air. Un canon Pak 40 allemand tire, arrache une tourelle ennemie dans une boule de feu. Mais les Russes sont trop nombreux, 4 contre 1. Contre-attaque avec la 29e division motorisée, ordonne-t-il par talkie-walkie.
Ses troupes bougent, fusils au poing, rampant dans les égouts pour flanquer l'ennemi. Il a déjà dirigé ça. En France, en mai 40, près de Sedan, il avait lancé une contre-attaque éclair qui avait brisé les lignes françaises en heures. Résultat, la percée décisive. Mais Stalingrad n'est pas un champ ouvert. C'est un labyrinthe de ruines où chaque coin cache la mort. Midi approche. Paulus mange un morceau de biscuit sec dans le bunker. Ses pensées reviennent à Berlin. Hier soir, il a envoyé un nouveau message. Poche critique. Repli nécessaire pour lier avec Manstein. La réponse arrive à 12h15 par émetteur Morse. Hitler, la 6e armée est l'épine dorsale du front. Tenir ou périr, pas de retraite. Les mots claquent comme un fouet. Paulus froisse le papier. Il a ignoré des directives avant. À Kiev, en septembre 41, il avait ajusté un plan d'encerclement sans attendre l'approbation, capturant 300 000 prisonniers au lieu de 100 000. Succès. Mais là, l'enjeu est colossal. 200 000 vies. Son hésitation grandit. Un poids sur la poitrine. L'après-midi explose en violence. À 13h, les haut-parleurs soviétiques rugissent à travers la ville. « Allemands, la faim vous ronge, rendez-vous et vivez !» Quelques soldats jettent leurs armes, rampant vers les lignes russes. Paulus l'apprend et ordonne des exécutions sommaires pour les traîtres. Dur mais nécessaire. Il a vu le moral craquer. En Barbarossa, près de Vitebsk, une division avait failli mutiner sous la pluie incessante. Il avait parlé aux hommes, redistribué les rations, tenu la ligne. Ici, c'est la soif qui tue. Les puits sont empoisonnés, les flaques gelées, inutiles. À 14h, une alerte aérienne. Des îles soviétiques piquent sur les positions. Les mitrailleuses flaques crachent le ciel. Un avion s'écrase dans un immeuble, l'explosion envoyant des débris comme de la grêle. Paulus, à l'air libre, se jette dans un cratère. La terre tremble, il se relève couvert de poussière. « Continuez le feu !» crie-t-il. Ses poumons brûlent, il a frôlé la mort comme ça. À Verdun, en 17, un barrage d'artillerie avait enseveli son poste de commandement. Enterré vivant pendant 2 heures, il avait creusé pour sortir, calme, calculant l'air restant. Survie par tête froide. Le soir tombe tôt, à 16h, dans un crépuscule chargé de fumée. Manstein signale un retard. Minz-Ebou bloque ses panzers à 20 km. Paulus réunit ses généraux dans le bunker enfumé. Nous préparons une sortie demain, vers le sud-ouest, pour rencontrer le secours. Schmidt proteste. Ça viole l'ordre du Führer. Paulus le fixe, voix basse. L'ordre nous tue tous. J'ai sauvé des armées avant. Ici, je sauve celle-ci. Les hommes hochent la tête, soulagés. Il a déjà pris des risques. En 1940, lors de l'opération Weserübung en Norvège, il avait ignoré un délai pour un débarquement, capturant Narvik intact. Victoire. La nuit s'installe, froide et impitoyable. À 20h, un obus frappe près du bunker, fissurant le plafond. De la poussière pleut. Paulus reste assis, relisant les cartes. Les tirs sporadiques percent l'obscurité. Un aide de camp apporte du café ersatz. Amer comme la réalité. « Combien de temps, mon général ?» demande-t-il. Paulus ne répond pas. Il pense aux milliers d'hommes dehors, blottis dans les ruines, attendant son signal. L'hésitation d'hier devient décision. Ignorer Hitler, tenter la percée. Mais les chiffres hantent, perte à 30 000, la poche à 15 km. Chaque minute rapproche l'étranglement. À minuit, un dernier message de Berlin. Tenir. La forteresse de Stalingrad ne tombera pas. Paulus le lit, puis le jette. Il a choisi. Demain, l'ordre sera ignoré. Pour survivre. La tension palpite comme une veine. Le piège se referme, mais une brèche s'ouvre dans son esprit. Des milliers de vies pendent à ce fil. La guerre, impitoyable, attend sa réponse. Le 23 novembre 1942, à 5h du matin, sous les ruines de Stalingrad, dans le bunker de Mamaïev-Kourgan. La poche s'est refermée complètement. 200 000 Allemands piégés dans 20 km². Les canons soviétiques tonnent sans pause comme un orage éternel.
Paulus sort de sa couchette de fortune, les yeux rougis par la fatigue. Il sait que l'ordre d'Hitler arrive par radio à l'aube. Tenir, pas de repli. Mais il a décidé, ignorer, lancer la percée vers Manstein, sauver ce qui reste. Dehors, les premiers phares illuminent le ciel noir. Les hommes attendent, armes en main, le cœur battant. En quelques heures, des milliers tomberont. Un choix qui scelle tout. Paulus descend les marches glissantes vers la salle des cartes. L'air est lourd, chargé de sueur et de peur contenue. Ses officiers sont déjà là, visage pâle, sous la lumière jaunâtre d'une lampe. Le major Schmidt tend un rapport froissé. Les Russes ont fermé le cercle à l'est, Herr Général. 10 kilomètres de large maintenant. Manstein est à 15 kilomètres, mais ses chars patinent dans la boue. Paulus ajuste ses lunettes, trace une flèche sur la carte avec un crayon usé. La Volga coule au sud, un filet d'argent sous la lune. Nous sortons à 7 heures, la 14e Panzer en tête, suivie de la 3e division motorisée. Objectif, percer vers le sud-ouest. Schmidt hoche la tête mais ses lèvres tremblent. Et Berlin? Paulus le fixe, voix ferme. Berlin attendra. J'ai sauvé des divisions avant. Ici, c'est l'armée entière. Dehors, le froid mord comme un chien enragé. À 6 heures, Paulus monte à la surface. Le vent siffle entre les carcasses d'immeubles. Des soldats s'alignent dans les tranchées improvisées, leurs manteaux blancs de camouflage couverts de givre. Un caporal, les mains noires de crasse, charge son MP40. « On va enfin bouger, mon général ?» Paulus pose une main gantée sur son épaule. « Oui, tenez vos positions jusqu'au signal. » Il a déjà vu des troupes comme ça, au bord du vide. En 1941, près de Leningrad, il avait lancé une sortie nocturne contre des lignes russes solides. 100 chars perdus, mais 10 000 hommes extraits. Précision dans le chaos. Les hommes le regardent partir, un mélange d'espoir et de terreur dans les yeux. À 6h30, la radio grésille dans le bunker. Un opérateur essoufflé tend l'écouteur. La voix de Berlin froide et mécanique. Führer ordonne, transformer la poche en forteresse imprenable, attaquer vers l'extérieur, pas de retraite, toute violation sera punie. Paulus écoute, immobile. Le papier du message craque sous ses doigts. Il pense aux chiffres. Munitions pour 2 jours, blessés à 30 000, ration à 50 grammes de pain. Ignorer ça, c'est trahir, obéir, c'est l'anéantissement. Il a hésité toute la nuit, marchant en rond, revoyant Verdun, les obus qui labouraient la boue, ses calculs fous pour survivre. Là, il avait contourné un ordre rigide pour repositionner une batterie. Sauver 100 vies. Ici, c'est des milliers. Il sort le message de sa poche, le déchire en deux. « Préparez le signal », dit-il à Schmidt. Pas de cris, pas de drame. Juste un ordre calme. Les aides de camp courent, transmettant par talkie-walkie. À 7 heures précises, les moteurs rugissent. Les chars Panzer IV s'ébranlent dans les ruines, chenilles grinçant sur le béton brisé. Paulus grimpe sur un half-track, jumelles au cou. Le convoi avance, phares éteints, silhouettes fantomatiques dans la brume. Derrière, des milliers de soldats marchent. Fusils, balles au canon, sacs sur le dos. Le sergent à ses côtés murmure « Les Russes dorment encore ». Paulus secoue la tête. Non. Ils attendent. La percée commence à 7h15. Les premiers tirs éclatent au sud-ouest, près de la ferme de Gorodiché. Un éclaireur radio rapporte « Contact ennemi, infanterie russe, soutenue par des T-34 ». Paulus ordonne « Feu d'artillerie ». Couvrez l'avance. Les obus allemands sifflent, explosent en geysers de terre. Mais les Russes ripostent vite. À 7h30, un barrage massif. Le sol tremble comme si la terre se fendait. Un char devant explose. Boule de feu orange illuminant les visages. 10 hommes carbonisés en un clin d'œil. Paulus crie dans le micro « Poussez, flanquez à droite !» Il a dirigé des assauts comme ça. En Pologne, en 1939, près de Varsovie, il avait percé des lignes polonaises en heurts, perdant peu. Mais ici, la boue colle aux chenilles, ralentit tout. À 8 heures, le chaos s'installe. Les T-34 surgissent des fossés, canons crachant la mort. Un panzer allemand tire, touche un flanc. L'explosion déchire l'air, envoie des éclats qui fauchent une section d'infanterie. Cris étouffés, ordres hurlés.
Paulus descend du véhicule, s'accroupit derrière un mur effondré. La poussière lui pique les yeux. Un soldat à genoux, jambes arrachées, gémit « Aidez-moi !» Paulus le tire vers l'abri, bande la plaie avec son foulard. Tenez bon, il a vu ça à Moscou, en décembre 41. Blessé, gelé sur les routes, il avait ordonné des évacuations sous le feu, sauver la moitié. Pragmatisme froid. La ligne avance de 2 kilomètres. À 8h45, un contre-coup russe. Des vagues d'infanterie, baïonnettes au clair, chargent à travers la fumée. Mitrailleuses MG42 à bois, fauchent des dizaines. Paulus observe, calcule. Reculer sur le flanc gauche, attirez-les dans le piège. Ses troupes obéissent, reculent de 100 mètres, puis contre-attaquent avec des grenades. Explosions enchaînent, au corps projeté. Mais les pertes montent, 500 en 1 heure. Manstein signale par radio « À 12 kilomètres, poussez, nous venons ». Espoir fugace. À 9h30, le pire. Les canons soviétiques de 150 mm entrent en jeu. Obus qui hurlent, explosent en cratères fumants. Un half-track près de Paulus est touché, renverse, écrase 3 hommes dessous. Le sergent hurle « On recule ». Paulus le gifle presque. « Non, avancez !» Sa voix porte au-dessus du vacarme. Il pense à sa femme, à un café à Berlin avant la guerre. Normalité perdue. Il a frôlé la mort 1000 fois. À Stalingrad même, en septembre, un sniper l'avait raté de 10 cm. Il avait continué, ordonnant une prise de rue sanglante. Sauver un bataillon. Midi approche. La percée stagne à 5 km du but. Les hommes halètent, assoiffés, tirant sur des ombres. Un officier radio s'effondre, touché à la gorge, gargouillant du sang. Paulus prend l'appareil. Ici le QG. Continuez. Pas d'arrêt. Mais intérieurement, le doute ronge. L'ordre d'Hitler, ignoré, pèse comme un fantôme. Si ça échoue, c'est la fin. Des milliers de regards sur lui, dans les ruines. Les phares s'allument. Jour artificiel sur l'enfer. Les tirs ne cessent pas. Chaque pas coûte du sang. À 13h, un sursaut. Les panzers percent une ligne russe, capturent 20 prisonniers. Cris de victoire étouffés. Paulus sourit presque, pour la première fois. On y est presque, mais les renforts soviétiques affluent, 200 chars signalés. La radio grésille, Manstein bloqué, tempête de neige approche. Le ciel s'assombrit, flocons mêlés à la suie. La tension palpite, un nœud dans la gorge. Paulus marche au milieu des troupes, botte dans la boue rouge. Un jeune soldat, 16 ans peut-être, vomit de peur. « C'est la fin, hein ?» Paulus s'agenouille. « Non, c'est la guerre. Combattez !» Il a dit ça avant, à des gamins en 40, traversant l'Ardenne. Ils avaient gagné. L'après-midi s'étire en boucherie. À 14h, une embuscade. Des snipers russes perchés dans les étages vides. Balles sifflantes, tête qui explose. Paulus plonge dans un trou, terre sur le visage. Son cœur bat fort, mais il respire. Calme, comme à Verdun, enseveli, comptant les secondes. Il ordonne une frappe d'artillerie. Obus qui pleuvent, rasent un bloc. 100 Russes morts. Mais les siens aussi. 1000 perdus depuis l'aube. La poche derrière gronde, affamée, attendant le retour. À 15h, le point de bascule. Manstein recule sous la pression. Radio, impossible de percer. Retirez-vous. Paulus fixe l'horizon où les lignes russes se dressent comme un mur. Ignorer Hitler n'a pas suffi. La percée s'essouffle. Ses hommes reculent, pas à pas, tirant en arrière. Explosion partout, cris qui se fondent en un rugissement. Il monte dans un char, ordonne, repli ordonné, sauver les véhicules. La retraite commence, chaotique. Des milliers fuient vers la poche, poursuivis par les T-34. Perte, 3000 en demi-journée. L'ordre ignoré a coûté cher, mais a donné une illusion de fight. Le soir tombe, à 16h, dans un voile de neige. Paulus regagne le bunker, couvert de boue et de sang. Ses officiers l'accueillent en silence. « On a essayé », dit Schmitt. Paulus hoche la tête. Assis, il ôte ses lunettes, fixe le vide. Dehors, les hurlements reprennent. La poche est scellée. Des milliers de vies perdues pour un geste d'espoir. La guerre avale tout, inexorable.
Le 23 novembre 1942, à 16 heures, le bunker sous Mamaïev-Kurgan tremble comme une bête blessée. Paulus s'assoit sur une caisse, les épaules voûtées, la boue séchée craquelant sur ses bottes. Dehors, la neige tombe en flocons épais, étouffant les cris des blessés. La percée a capoté. 3000 hommes gisent dans la boue rouge, corps tordus autour des carcasses de panzers fumants. Les T-34 russes patrouillent les abords, leur moteur grondant comme un avertissement. Paulus fixe la carte déchirée sur la table. L'ordre d'Hitler, ignoré pour un espoir vain, pèse maintenant comme une chaîne. Schmitt entre, le visage gris. Les Russes resserrent le nœud, air général, 10 kilomètres de large. Manstein recule. Paulus hoche la tête, pas de mots. Juste le tic-tac d'une montre, marquant les heures volées. La nuit s'abat, à 17 heures. Les phares soviétiques percent l'obscurité, transformant les ruines en un théâtre spectral. Paulus sort fumer une cigarette rare, le froid lui mordant les poumons. Autour, des silhouettes rampent vers les abris, fusils traînant dans la neige. Un jeune lieutenant s'approche, les yeux creux. « On a perdu mon peloton entier, mon général. Pour rien. » Paulus tire une bouffée, expire lentement. Rien n'est pour rien en guerre. Mais intérieurement, le doute le ronge. Il a calculé faux. Comme en 1941, près de Rjev, où une retraite anticipée avait sauvé 10 000, ici l'audace a coûté le double. Les haut-parleurs russes hurlent à nouveau. « Paulus, votre armée crève de faim, rendez-vous !» Quelques ombres s'agitent dans le noir, tentées. À 18 heures, dans le bunker, les rapports affluent. Radio grésille, 20 000 blessés, munitions à zéro pour les mitrailleuses. Les rations, 30 grammes de pain par jour, mélangés à de la sciure. Paulus ordonne des distributions. Ses aides courent, portant des sacs vides. Il se souvient de l'hiver 41, les hommes mâchant leurs ceintures près de Moscou. Il avait imposé des tours de garde pour partager la chaleur. Sauver des régiments. Ici, c'est pire. La soif tue autant que les balles. Les puits gelés, l'eau souillée par les corps. Un médecin entre, main tremblante. Les infections gangrènent tout. Sans antibiotiques, on enterre 100 par nuit. Paulus ferme les yeux. Il a déjà enterré des milliers. À Stalingrad même, en octobre. Lors de la prise de la maison Pavlov, 200 morts pour un mur. Précision froide. La tension monte, heure par heure. À 19 heures, une alerte. Des éclaireurs russes sondent le périmètre ouest. Mitrailleuses crépitent, balles ricochant sur le béton. Paulus grimpe les marches, jumelles en main. À travers la tempête, il voit les ombres. Silhouettes en capote blanche, rampant comme des loups. Feu! Un PAC 40 tire, obus sifflant, explosion orange, cris russes étouffés, mais 10 Allemands tombent en retour. Un sniper. Paulus se jette au sol, la neige froide contre sa joue. Son cœur cogne. Il pense à Verdun, 1917, une balle frôlant son casque. Il avait rampé 100 mètres sous le fil barbelé, ordonnant le feu. Survie par instinct. Ici, il crie « Couvrez les flancs ». Les hommes obéissent, mais leurs yeux disent la fatigue. L'hésitation d'hier devient regret. Minuit approche. Le bunker est un tombeau vivant. Lampe à huile vacille, ombre dansant sur les visages creusés. Paulus dicte un message à Berlin. Poche désespérée, évacuation aérienne vitale, autorisation repli. Il sait la réponse. À 0h30, elle arrive. Morse implacable, tenir. La 6e armée est immortelle. Pas de capitulation. Paulus froisse le papier. Ignoré encore, il marche, bottes claquant. Schmitt murmure. « Herr Général, les généraux parlent de reddition. » Paulus s'arrête, pas sans ordre, mais le chaos psychologique le mine. Nuit blanche, vision de sa famille à Breitenau, avant la guerre. Paix simple. Maintenant, 200 000 âmes sur ses épaules. Il a pris des décisions dures. À Kiev, l'encerclement qui a piégé 300 000. Triomphe. Ici, c'est l'inverse. Piégé. Les jours suivants fusionnent en enfer gelé. Décembre 1942. À 6 heures chaque matin, les bombardements reprennent. Obus qui hurlent, terre qui vole. Paulus inspecte les lignes rampant dans les tranchées. À la mi-décembre, nouvelle tentative de Manstein. À 15 kilomètres, les chars bloqués par la neige.
Paulus prépare une sortie massive. À 8 heures, le 16 décembre, les moteurs rugissent à nouveau. Panzer en avant, infanterie derrière. Les chenilles broient la glace. Premier tir. Mitrailleuse russe aboie. Un char explose, flamme léchant la neige. 10 hommes grillés. Paulus, dans un half-track, hurle « Avancez !» Balle siffle, une touche son épaule. Sang chaud coulant. Il bande vite, continue. Chaos, cris, ordre noyé dans le fracas. Un T-34 charge, canon pivotant, tire, impact. Le véhicule tangue, renverse. Paulus roule au sol, atterrit dans un cratère, oreille bourdonnante. Il se relève, fusil en main, tire sur une ombre, corps qui tombe. 500 perdus en 1 heure, la percée s'effrite. À 10 heures, repli forcé. Les Russes contre-attaquent, vague d'infanterie. Grenades explosent, membres arrachés. Paulus recule, tirant en rafale. Son souffle rauque, jambes lourdes. Un soldat à ses côtés s'effondre, gorge ouverte. « Continuez !» hurle-t-il. Mais les lignes craquent. Manstein abandonne à midi. Radio, impossible. Paulus regagne le bunker couvert de sang et de glace. Perte, 4000. L'ordre ignoré a drainé les dernières forces. Les hommes maintenant fixent la Volga. Yeux vides. Désertion en masse. Haut-parleurs promettent la vie. Janvier 1943. La poche rétrécie à 10 km. Froid à 30. Corps gelé, empilé comme du bois. Paulus, amaigri, lunettes embuées, ordonne des rations fantômes. À 4 heures du matin, le 24 janvier, ultimatum soviétique. Rendez-vous ou annihilation. Il appelle Berlin, Hitler, suicide plutôt que capitulation. Paulus hésite une dernière fois. Il a frôlé la mort 100 fois. À Smolensk, un avion abattu l'avait laissé pour mort. Il s'était relevé, dirigé la retraite. Ici, plus de retraite. À 7h30, il signe. Drapeau blanc sur Mamaïev-Kourgan. Conséquences immédiates, 150 000 prisonniers. Dont Paulus, capturé avec ses généraux. Les autres, 80 000 meurent en captivité, faim et typhus. Stalingrad tombe le 2 février. Hitler promut Paulus maréchal, ironie cruelle, pour qu'il se suicide. Il refuse. Reconnaissance? Un procès à Nuremberg, mais il témoigne contre le régime. Mort en 1957 en URSS, oublié. Cette histoire montre la guerre comme un rouage brisé. Un ordre rigide, une hésitation humaine, des milliers de vies perdues, pas de héros purs. Juste des choix dans l'abîme, où la survie cède à l'inévitable. Stalingrad marque la fin. L'Allemagne saigne, le monde bascule, et Paulus, stratège froid, emporte son regret dans la tombe.